Alors, comment travaille un astrophysicien aujourd'hui dans votre domaine de spécialité? Alors la recherche aujourd'hui ne se fait jamais à l'échelle individuelle, ça il faut bien le saisir. Elle se fait toujours en collaboration et les collaborations aujourd'hui sont internationales et sont mondiales. Donc même quand on est assis dans son bureau, quelque part, moi je suis à Sharjah, à 5000 km d'ici la plupart du temps. Mais je suis en contact permanent avec tous mes collègues, je vois tout ce qui est publié, tout ce qui est produit, tout ce qui est obtenu, le dernier résultat, le dernier calcul, la dernière découverte, le dernier spectre, la dernière courbe de lumière est disponible et on échange en temps réel, comme on dit. Et donc c'est comme ça que se fait la recherche, elle se fait en communication permanente, elle se fait en échange permanent. Elle se fait en symbiose, on pourrait dire, parce que personne ne peut faire la recherche de lui-même aujourd'hui. C'est trop complexe, il y a trop de choses, il y a trop de données, il y a trop de connaissances, il y a trop de calculs. Et c'est pour ça qu'il n'y a pratiquement plus de papiers qui sont publiés par personne individuelle. Ça se fait toujours en groupe, des groupes qui soient petits ou grands. On a vu récemment des papiers qui sont publiés par plus de 1000 personnes. Et c'est effectivement la recherche d'aujourd'hui. Quel est l'idéal de l'astrophysicien pour vous aujourd'hui? L'idéal de l'astrophysicien, c'est d'être entouré par des gens de très haut calibre, de très grande valeur, parce que tout de suite, on échange des connaissances, tout de suite, on communique, tout de suite, on discute, tout de suite, on nous montre ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Moi, comme je dis souvent aux étudiants, il faut savoir que la plupart des idées, la plupart des choses que l'on fait en tant que chercheur s'avèrent incorrectes. Et que c'est toujours très important d'avoir autour de soi des gens qui remarquent tout de suite où est la faille, où est l'erreur. Et qu'on a tendance à aller de l'avant, on a tendance à faire quelque chose et de se dire ça doit être correct, ça doit être vrai, je vais présenter, je vais communiquer, je vais publier. Et c'est toujours important d'avoir autour de soi des gens qui peuvent déterminer où est la faille, où est-ce qu'on peut améliorer, ou comment faire des choses différentes, ou comment confirmer ce calcul d'une autre manière, ou refaire le calcul, parce que si on a autour de soi que des gens qui vous disent oui, ou qui ne savent pas, comment vous contredire, ou comment vous montrer des choses plus correctes, ou des choses différentes, et ben on n'avancera pas. Ou on avancera vers l'arrière, on fera des erreurs, et on ne fera que des erreurs. Donc ça, c'est très important d'être entouré. C'est pour ça que c'est toujours ultra utile d'être dans des centres, de très grande valeur, de très haute renommée internationale, parce qu'on a des dizaines de chercheurs, on a des centaines de chercheurs, et cette masse critique fait que effectivement on fait des avancées beaucoup plus sûres et beaucoup plus rapides. Pouvez-vous nous citer les références de votre spécialité en France, en Europe et à l'international, les personnalités qui font autorité dans votre champ scientifique? Alors le danger dans cet exercice, c'est d'en laisser d'autres et d'en citer certains et d'en oublier d'autres, parce qu'effectivement il y en a des dizaines, aussi bien en France, en Europe aux États-Unis, il ne faut pas oublier le Japon, la Chine qui est aujourd'hui devenue numéro 2 de production scientifique derrière les États-Unis et qui probablement dans 5-10 ans produira chaque année plus de travaux scientifiques que n'importe quel pays dans le monde. Et les Chinois sont au plus haut aujourd'hui. C'est toujours difficile de retenir leur nom, donc ça c'est déjà un autre défi, une autre difficulté. Mais bon, en France, il y a évidemment les chercheurs ici à Paris, il y a l'Institut d'astrophysique à Paris où j'ai eu le plaisir de passer plusieurs mois ces derniers temps. Il y a et donc des collègues autour de moi. J'essaierai de ne pas citer de noms parce que évidemment ça va gêner d'autres. Mais il y a aussi le centre de Toulouse où j'ai fait plusieurs séjours auparavant. Il y a d'autres centres en France, à Lyon, à Strasbourg et ailleurs. En Europe, il y a des centres en Allemagne qui sont tous les centres de Max Planck, Heidelberg, Munich, etc. où ce sont des centres de plus haute autorité scientifique. En Grande-Bretagne, effectivement, en Italie aussi aujourd'hui, même en Espagne, enfin il y en a plusieurs.
Aux États-Unis, certainement, il y a le satellite le plus important dans mon domaine de rayonnement gamma, qui est le satellite Swift, qui est basé aux États-Unis, mais qui a aussi des relais internationaux. Dont le chercheur numéro 1 là, je peux le citer parce qu'il vient de décéder il y a quelques mois, Neil Gehrels, que tout le monde va reconnaître et va retenir le nom. Neil Gehrels qui probablement aura un satellite nommé après lui, comme mon ancien superviseur à la NASA, Reuven Ramati, qui est mort il y a une dizaine d'années et qui, à cause de sa renommée et toute la contribution scientifique qu'il a faite, a aujourd'hui un satellite qui se trouve dans le ciel et qui tourne autour de la Terre et qui fait des mesures de rayonnement gamma du Soleil surtout, mais d'autres régions du ciel. Reuven Ramati a donc, on a donné son nom à ce satellite. Donc il y a des personnes comme ça qui marquent leur temps dans leur domaine scientifique et le monde entier les reconnaît, le monde entier les salue, célèbre un peu leur contribution. Mais sinon, il y a, comme j'ai dit, des dizaines et des centaines de références mondiales dans notre domaine.